fait, il faut une atmosphère sereine pour pouvoir accueillir les gens et partager tous comment dire, ces moments, ces cultures. C'est très très important. Hein. Et il faut l'ambiance. Il faut l'ambiance. Alors le thé, en fait, c'est un arbre. Hein. C'est un arbre qui va à l'état sauvage jusqu'à 15 à 18 mètres d'auteur et 6 à 8 mètres en profondeur. Ce qu'on voit dans les films, etc., c'est ce qu'on appelle la table de cueillette. On coupe les branches de façon à ce que les jeunes filles qui cueillent les bourgeons et les jeunes pousses aient accès. Donc sinon, à l'état sauvage, ça va jusqu'à 16 à 18 mètres. Donc l'été, ce sont des camélias. Les camélias, ça fait maintenant, depuis 1800 et quelques, que le thé est connu. Surtout en Chine, après en Inde. Et donc, vous avez plusieurs camélias. Vous avez le camélia sinensis. Camélia sinensis, littéralement camélia de Chine. Après, vous avez Camellia assamica, littéralement de Assam, Inde de Nord-Est. Et ces deux thés sont complètement différents, deux camélias différents. Camellia sinensis, c'est un camélia avec un petit tronc, des petites branches, donc des feuilles beaucoup plus tendres. Les meilleurs thés viennent de Camellia sinensis, d'où les thés de Chine, Japon, Corée, Inde du Nord, ce qu'on appelle les Darjeeling. Ces thés-là, ils viennent de Camellia sinensis. Après, tout ce qui est Sri Lanka, Afrique, Argentine, même il y en a, en Turquie, en Géorgie, etc., ce sont des Camellia assamica. Donc gros tronc, grosses branches, des feuilles moins tendres. Ce qui fait que ça donne des thés peu gustatifs. Donc les meilleurs thés, Camellia sinensis. Alors le Camellia sinensis, on le retrouve maintenant même à Taïwan, au Formose. On le retrouve aussi quelques pieds en Afrique, Kenya par exemple, en Tanzanie. C'est parce qu'en fait, c'est les Chinois qui exportent la culture du thé en Afrique. C'est leur business en fait. Hein. Et leur montre aussi comment préparer les feuilles de thé, etc., etc. Voilà. Maintenant, les meilleurs thés, comme je disais, ce sont les thés japonais. En général, 95% des thés verts au Japon. Pas de thé noir, il y a très peu de thé noir. Et différents, bien sûr, différentes catégories, différents types de thé. Les gyokuro, les sencha, les tamayoku-cha, les koki-cha, les bon-cha, les oji-cha, tout ça. Cha, ça veut dire thé dans le monde entier. Donc, les meilleurs thés, donc les thés verts du Japon. Et après, c'est la Chine. Alors, en termes de, quand on dit thé, vous avez plusieurs types de thé. Je m'explique. Vous avez ce qu'on appelle les thés blancs. Les thés blancs, c'est quoi? Ce sont les seuls thés qui subissent aucune transformation. C'est-à-dire qu'on cueille les bourgeons et ou les feuilles, on les fait flétrir un petit peu pour enlever l'eau, les enzymes qui sont responsables de l'oxydation. Après, on les fait sécher à l'air et à l'ombre. Le thé blanc, par exemple, ce thé-là, ce ne sont que des bourgeons de thé. Voilà. C'est un thé qui reste un antioxydant très très puissant. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a subi aucune transformation. Donc séchage à l'air et à l'ombre. Et après, ce qu'on appelle les thés jaunes. Les thés jaunes, ce sont des thés, en fait, c'est la méthode de séchage qui change. Ça peut être des bourgeons ou des feuilles, mais c'est la méthode de séchage qui change. C'est-à-dire qu'on les fait sécher dans
soit dans du papier chauffé, soit dans du tissu chauffé. Mais ça garde la même, par rapport au thé blanc, la même chose. On a un antioxydant très puissant, parce qu'on n'a pas oxydé les feuilles. Après les thés jaunes, vous avez les thés verts, qu'on trouve au Japon, en Chine, en Inde, en Afrique très peu, Sri Lanka maintenant il commence un petit peu. Vous avez les thés verts, d'autres thés, vous avez ce qu'on appelle des thés bleu-vert. Les thés bleu-vert, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi des oolongs. Ce sont des thés, on cueille les feuilles ou les bourgeons, on les fait flétrir comme les autres thés, et après on fait rouler les feuilles, plier et les rouler. Et on les fermente à peu près à entre 10 et 15, maximum 20%. Ça donne des thés très très légers en théine, avec les mêmes vertus que les thés verts et les thés blancs. Dans la même gamme de oolong, en général on le retrouve, les oolong, soit à Taïwan, soit en Chine. La fermentation, ça peut aller jusqu'à 60%. Par exemple, ce thé-là, le Dang Pao, on appelle aussi la grande robe rouge. C'est un thé qui a été fermenté à 60%. Toujours pareil, très très léger en théine. Pour la petite histoire, c'est un thé qui pousse en fait dans les montagnes. Région magnifique. Il y a seulement 5 théiers qui ont donné d'autres théiers par reproduction. La petite histoire, Mao Tse-tung avait invité Nixon en 1953 en Chine. Il avait donné 200 grammes de ce thé-là en cadeau. C'est par rapport à la qualité, en fait. C'est un trait qui est très très rare. Donc voilà, les oolong, donc fermentation à 60%. Après, vous avez ce qu'on appelle les thés rouges. Pourquoi thé rouge? Parce que si on veut appeler les thés par leur nom, pour enlever aussi la confusion qu'il y a entre la plante d'Afrique du Sud qui s'appelle rooibos, en Occident on l'appelle thé rouge, mais pour enlever cette chose, donc on appelle les thés noirs de Chine thé rouge, ce que les Chinois appellent thé rouge. Alors les thés rouges, ils sont fermentés. Par exemple, vous avez un thé du Yunnan qui sont fermentés, mais pas tout à fait, à 100%. D'où leur couleur. Ils sont très très doux, longs et ronds en bouche. Voilà, donc les thés rouges. Après, vous avez les thés noirs qu'on retrouve donc à Ceylan, en Assam, Inde du Nord et en Afrique et dans le Darjeeling. Par exemple, vous avez un thé de Ceylan où on voit tout de suite, c'est un thé qui est beaucoup plus fermenté, donc très très noir. Ce sont des thés qu'on propose pour le matin. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de théine que le reste des thés, que ce soit blanc, jaune, vert, bleu, vert. Ce sont des thés pour le matin. Un petit mot, en fait, plus on fermente les feuilles de thé, on gagne en théine, et par contre, on perd un petit peu en tout ce qui est antioxydant. Pourquoi on dit les thés blancs, on peut le prendre le soir? C'est parce qu'en fait, ils ont très peu de théine, donc ça n'empêche pas de dormir, tout simplement. Tandis que les thés noirs, oui, ça, en fait, ça stimule. La différence entre la théine et la caféine, c'est que la théine, en fait, stimule et la caféine excite. L'organisme agit lentement par rapport à la théine que par rapport à la caféine. Prenez un café, ça vous réveille plus vite que si vous prenez une tasse de thé. Voilà donc pour les thés noirs. Après, il y a des thés qui sont très très réputés, ce qu'on appelle des thés
de Darjeeling. Surtout la récolte de printemps, qui est attendue au mois d'avril, fin avril, par les amateurs de thé. Et nous aussi, dès qu'on les a, on envoie un petit mail, on prévient nos clients pour dire que les Darjeeling de printemps sont arrivés. Alors quand on sent ces thés-là, on regarde, on a l'impression de voir un thé vert. Et quand on le sent aussi, on sent un petit peu le foin par rapport au thé noir. C'est parce que, en fait, ce sont des thés qui sont cueillis début printemps. Et on les fermente très peu. Ce sont des thés très très recherchés par les amateurs de thé noir. Mais on les a classés dans les thés noirs. Alors là, c'est la récolte printemps. On a également la récolte d'été. Parce qu'il faut savoir aussi que l'été, en général, dans les jardins, dans les plantations qui tiennent à leur théier, qu'ils gardent leur saveur, leur qualité, etc., on ne cueille que 2 fois. On ramasse 2 fois les feuilles, pas plus. Et il y a des jardins une seule fois. D'où la rareté de certains thés. Parce qu'on laisse reposer en fait les théiers après le printemps. Bien sûr, il y a du soin particulier, etc. etc. Donc voilà un petit peu un petit aperçu concernant l'été. Alors là, nous ici, nous avons pratiquement 350 sortes de thé. Excusez-moi, qui viennent de mon thé. Voilà. Alors de ce côté-là, vous avez l'été parfumé. C'est quoi l'été parfumé? Ce sont des thés, que ce soit blanc, vert, noir ou long, semi-fermenté. On a rajouté des fleurs, des fruits, etc., des agrumes. Voilà, parce que ceux qui commencent à prendre du thé, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui, leur palais ne sont pas habitués à déguster le thé, ils démarrent avec les thés parfumés. Caractéristiques des thés parfumés, ce sont des thés qui sont moins chers que les thés d'origine. Ce qu'on appelle les thés d'origine, ce qu'on a vu de l'autre côté. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'utilise pas les bourgeons et les jeunes pousses pour faire du thé parfumé. Ça serait du gâchis. C'est comme je dis toujours, avec un bon champagne, vous ne faites pas un kir. Les amateurs du whisky, ils ne mettent rien dans leur bon whisky. Donc c'est exactement la même chose. Alors là, on a les houblons parfumés, les thés verts, les thés noirs, on a tout ce qui est thé au jasmin, il y a tout ce qui est spécialité anglaise, ce qu'on appelle les Earl Grey, et les spécialités slaves, ce qu'on appelle les gourus. En général, on retrouve dans ces thés là des agrumes. Voilà, pour vous montrer un petit thé parfumé, avec par exemple, vous avez celui-là, c'est un thé vert parfumé, jardin de fleurs. Non. Ici, dis-moi. Jardin de fleurs. Tu pensais à un thé? Secret de la Reine, on est à Versailles. Ah bah oui. Secret de la Reine, c'est un thé, mélange de thé vert et thé noir, avec fruits de la passion, jasmin, fleur de tournesol et rose plutôt. Voilà, Secret de la Reine. C'est un thé parfumé, donc par rapport aux autres, on sent bien qu'il y a des choses à rajouter. Voilà, bon. Et sinon, vous avez ici également tout ce qui est rooibos, que je parlais rooibos, donc la plante d'Afrique du Sud, qui est un antioxydant aussi, mais qui est bu comme une tisane. Parce qu'il n'y a pas de théine dedans. Voilà, c'est une plante d'Afrique du Sud. Après, on a également quelques tisanes avec des plantes, des fruits, des fleurs. De nuit de Kaboul. Alors, les nuits de Kaboul.
Pardon. Les nuits de Kaboul, c'est un thé semi-fermenté. Pardon. Fermentation à 60%. C'est un thé donc avec un mélange de cocktail de fleurs et de fruits exotiques. Pourquoi nuit de Kaboul? Parce que vous savez, à Kaboul, jadis, on passait la nuit à boire du thé et également lire des poésies. Et oui, la tradition. Donc, ce thé, il est très très léger en théine, il est digestif. On peut le faire glacer comme chaud, il passe partout. Donc voilà les nuits de Kaboul. Et je vais vous parler également d'une tisane. Une tisane, la tisane qui s'appelle Élixir d'Abu Daria. Alors, Élixir d'Abu Daria. Élixir, Abu Daria, ça vous évoque quelque chose? Non. Déjà, sentez cette superbe tisane, très très fruitée. Oh oui. C'est une tisane qui est digestive et relaxante. Alors, Abu Daria, en fait, c'est l'ancien Luxus. C'est un fleuve qui a été navigué par Alexandre le Grand en 323, par la 323-324. C'est un fleuve qui prenait sa source dans l'Himalaya et qui se jetait à la mer d'Aral, qui est à moitié asséchée maintenant. Le pourquoi? En fait, c'est un fleuve qui était navigable à peu près 2500 km. Maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'en fait, l'ex-Union soviétique, URSS, a créé des champs de coton, dans irrigation, etc. Voilà, on a séché le fleuve. C'est un fleuve qui fait à peu près 700 km de frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. 700 km. Alors la plupart des plantes et des fruits viennent tout au long de ce fleuve-là. D'où son nom, Élixir d'Abu Daria. Abu Daria qui veut dire, Amu c'est gazelle, Daria c'est fleuve. Fleuve de la gazelle, pour la petite histoire. Voilà, donc c'est une tisane qui marche très très bien, qui est digestive, relaxante, pour le soir après le dîner. Ouf. Donc voilà, j'ai fait le tour, messieurs.